Né en 1930 à San Francisco, Clint Eastwood s'inscrit après son service militaire au cours d'administration commerciale de Los Angeles. Nous sommes au début des années 50 et le jeune homme d'une vingtaine d'années ignore quelle carrière embrasser. À la même époque, il commence à se rendre sur les plateaux du studio Universal, où travaillent certains de ses amis. Et sa curiosité le pousse à suivre des cours de théâtre, où il étudie la méthode du théoricien et metteur en scène russe Konstantin Stanislavski. Dans la deuxième partie de la décennie, Clint Eastwood alterne des seconds rôles plus ou moins oubliables sur grand écran et dans des séries télé. En 1959, le comédien rend visite à l'une de ses amies, Sonia Chernus, lectrice pour le média CBS. Elle lui présente le responsable de la chaîne, Robert Sparks. Celui-ci propose à Clint Eastwood de rencontrer le producteur Charles Marquis Warren. De fil en aiguille, l'acteur décroche le rôle principal de la série Rawhide. Durant 6 ans, il incarnera pour le petit écran le rôle du cow-boy Rowdy Yates. En avril 1964, Clint Eastwood arrive à Rome pour tourner un western spaghetti réalisé par un modeste inconnu, un certain Sergio Leone. S'en suivront le succès de la fameuse trilogie du dollar, avec Pour une poignée de dollars en 1964 et Pour quelques dollars de plus en 1965, et Le bon, la brute et le truand en 1966. L'acteur crée un personnage emblématique. Son statut de star international prendra définitivement son envol avec l'inspecteur Harry en 1971. Sa reconnaissance par la profession interviendra 20 ans plus tard, en 1992, avec le western Impitoyable. Je vous propose donc de suivre l'évolution de la carrière de l'acteur-réalisateur à travers l'analyse de 3 films majeurs. Pour une poignée de dollars de Sergio Leone, L'inspecteur Harry de Don Siegel et Impitoyable de l'acteur-réalisateur lui-même. Générique. À la lecture du scénario de Pour une poignée de dollars, Clint Eastwood reconnaît immédiatement l'histoire de Yojimbo d'Akira Kurosawa, le garde du corps en français. Le réalisateur Sergio Leone s'approprie la trame principale de ce film de samouraï japonais pour l'adapter au genre du western spaghetti. Ici, peu de dialogue, de nombreux silences, une interprétation minimaliste, la transgression des codes du genre. Paradoxalement, Clint Eastwood devient une icône en incarnant un personnage impassible. Entre 2 épisodes de la série Rawhide, il apprend auprès du metteur en scène italien l'art de la stylisation qui l'influencera sur la réalisation de ses futurs westerns. Pour une poignée de dollars représente une révolution dans le genre codifié du western. En effet, les spectateurs du milieu des années 60, habitués à contempler les exploits de John Wayne et de Gary Cooper sur grand écran, découvrent le visage mal rasé de Clint Eastwood. Vêtu d'un poncho et ne cessant de mâchouiller un vieux cigare, cet homme sans nom incarne la figure d'un anti-héros. Bien souvent, le personnage du cow-boy du western classique hollywoodien des années 40 et 50 prétend défendre les valeurs américaines nobles et héroïques. Il représente l'Amérique telle qu'elle veut se percevoir. Dans le cas de Pour une poignée de dollars, le réalisateur Sergio Leone choisit de s'inscrire à l'opposé des codes traditionnels. L'homme sans nom n'agit que pour ses propres intérêts, il ne représente que lui-même. Fini la mise en scène du jeune premier de la série Rawhide, place à l'irascibilité et au physique négligé. La scène d'introduction de Pour une poignée de dollars nous éclaire partiellement sur l'identité du personnage. Un homme seul sur son cheval arrive dans un village désert, commence à boire de l'eau dans un puits et admire un jeune garçon l'observant à distance. Nous ignorons de qui il s'agit. D'où vient-il? Que veut-il? Seuls ses gestes et ses regards caractérisent cette figure quelque peu abstraite. Tandis qu'un homme du village corrige physiquement l'enfant, celui-ci remarque la présence de l'étranger. L'homme sans nom continue à boire sous les yeux de l'habitant. Il est un nomade au milieu des sédentaires. Il essaie de séduire par le regard une demoiselle qui lui claque la fenêtre au nez. L'inconnu contemple un homme quitter les lieux sur un cheval avec une pancarte dans le dos « Adios, amigo ». Indéniablement, le danger guette. D'abord observateur, l'homme sans nom possède aussi la caractéristique d'être un taiseux.
Un habitant l'interpelle. « Qu'est-ce que tu cherches ?» L'étranger reste muet. Ces silences participent à son charisme. 3 hommes armés issus d'une bande le tournent en dérision et tirent à de multiples reprises au sol pour effrayer la bête. L'homme sans nom se suspend à un pilier en bois et laisse apparaître sa dimension comique. D'ailleurs, le premier mot qu'il prononce est un simple salut loufoque à un habitant du village. Il représente l'élément perturbateur au milieu d'un décor aride et désert. Son humour lui donne l'apparence d'un clown aux yeux des autres. Pourtant, il se révèle particulièrement intelligent. Il use du verbe comme une balle d'une arme à feu. La parole fuse à de multiples reprises. « Quand je comprends mal, c'est que je ne peux pas comprendre », déclare-t-il à la bande de Ramon. Face à son coéquipier, il plaisante sur les morts dans les cimetières. L'homme sans nom s'amuse à disposer des cadavres sur une pierre tombale et dit apprécier tout particulièrement leur absence de parole. Il brise le tabou de la mort en choisissant d'en rire. Dans un monde où elle se rend visible chaque jour, la mort est acceptée dans toute sa banalité. Dans la dernière partie du long métrage, il suscite le rire de son partenaire en se cachant dans un cercueil. Il joue avec la mort pour rester en vie. Son humour transparaît encore au cours d'une première séquence de duel. « Je suis chômeur et je ne travaille pas au rabais », dit-il à l'adresse de Manderolos. Il poursuit son monologue en parlant d'un mulet offensé exigeant des excuses. S'il affiche un humour singulier, son attitude stoïque témoigne qu'il ne plaisante pas. Un gros plan montre son visage sérieux et impassible, le regard fixe, le chapeau vissé sur la tête, le cigare aux lèvres. Un vrai cow-boy dont l'attitude contraste avec le verbe. « Vous avez tort de rire », ajoute l'étranger. « Mon mulet n'apprécie pas tellement. Tel que je le connais, il risque de croire que c'est de lui qu'on se moque. » La puissance de la mise en scène de Sergio Leone réside dans ce contraste entre la comédie et la tragédie. L'étranger dégaine son arme à feu et vient à bout en quelques instants de ses opposants. Nous observons les agissements d'un anti-héros solitaire auquel le spectateur ne peut pleinement s'identifier. L'homme sans nom agit selon ses propres codes personnels. Au shérif venu après le duel, il lui demande de s'occuper d'enterrer des cadavres. Pour s'accaparer un butin à son compte, il intègre la bande de Ramon et donne sa conception du monde. « Je n'ai jamais rencontré la paix, je n'y crois pas. Mes opinions, c'est moi qui en décide. » Il résonne en individualiste profondément sceptique sur la nature humaine. En récupérant son argent auprès de Marisol, il affirme tranquillement « C'est la seule raison qui me fait rester dans votre charmant pays. » Il effraie ses interlocuteurs car il agit selon ses propres convictions. Nul ne peut l'acheter ou le corrompre. Pourtant, il sauve la vie d'un enfant détenu par une bande. Il accepte de risquer sa vie pour sauver celle d'un innocent. Le personnage principal évolue dans un monde d'hommes et doit prouver sa virilité. Au cours d'une soirée, il s'amuse à tirer à l'entrejambe d'une armure. Face à Ramon vantant la précision de sa Winchester, l'étranger lui répond qu'il préfère largement son pistolet. Il n'hésite pas à flirter avec Marisol. Lors de la scène de duel, un plan le présente dégainant son arme à l'entrejambe. Ainsi, il affirme sa force. Le metteur en scène crée une icône abstraite sortant de la fumée et refusant les balles tirées par Ramon. Tel un dieu immortel, il joue une nouvelle fois avec la mort pour entrer dans la légende cinématographique. L'homme sans nom est tout cela à la fois. Individualiste, négligé, observateur, nomade, figure abstraite sans passé, taiseux, drôle et masculin. Après le succès public de la trilogie du dollar, se concluant par la sortie du Bon, la Brute et le Truand en 1966, Sergio Leone songe à nouveau à Clint Eastwood pour jouer dans Il était une fois dans l'Ouest. L'acteur refuse la proposition et les deux hommes resteront en mauvais termes durant de nombreuses années. Au cours de la deuxième partie des années 60, une seconde rencontre s'avérera décisive pour Clint Eastwood. Il s'agit du réalisateur Don Siegel. Cet auteur de films noirs l'emploie dans 3 films. Un shérif à New York en 1968, Sierra Torrid en 1970 et Les Proies en 1971. Toutefois, une œuvre va définitivement faire accéder l'acteur au rang de superstar. En 1971, l'inspecteur Harry immortalise le policier Harry Callahan. Applaudi par le public, le film suscite une certaine controverse dans la presse. Une polémique créant un véritable phénomène de société. Avec l'inspecteur Harry, le réalisateur Don Siegel contribue à moderniser le genre du film policier. Historiquement, ce genre trouve d'abord sa source dans le film de gangster au cours des années 30, puis du film noir les décennies suivantes. Don Siegel lui-même tourne plusieurs d'entre eux. Ça commence à Veracruz en 1949, Ici Brigade criminelle en 1954, ou encore La Ronde du crime en 1958.
Toutefois, l'inspecteur Harry marque un point de rupture. Le personnage principal, ancré dans un imaginaire du Far West, évolue dans la métropole contemporaine de San Francisco. Harry Callahan agit au nom de la loi selon ses propres méthodes. Il porte une étoile officielle de policier mais agit en individualiste. En réalité, le protagoniste incarne un cow-boy perdu dans la vaste urbanité d'une ville des années 70. Ses méthodes désespèrent ses supérieurs car elles s'ancrent dans les codes de l'Amérique du 19e siècle. Le réalisateur transpose un western dans un environnement moderne. La scène d'introduction du film iconise déjà le personnage principal. Lunettes de soleil sur le nez, l'inspecteur Callahan apparaît en gros plan sur une scène de crime. Cheveux flottant en vent, il mâchouille non un cigare mais un chewing-gum. Il y a d'emblée un décalage entre l'attitude impassible et détendue du policier et la gravité de la situation. Au pied du corps de la victime, il retire ses lunettes au moment où apparaît le titre du film. Toute la singularité du protagoniste s'exprime dans ce plan. Dans une cité gangrénée par la violence, l'inspecteur Callahan accomplit sa tâche quotidienne avec une expérience et un sang-froid hors pair. Il se confronte au crime chaque jour et considère la mort comme une présence familière. Nous apprenons au cours d'une scène dans un hôpital que Harry est veuf. Par la suite, une seconde séquence avec la femme de son coéquipier développe brièvement le passé du policier. Ce dernier indique que sa femme a été tuée par un alcoolique franchissant la ligne jaune. Nous pouvons affirmer que le personnage principal est déjà mort intérieurement. D'ailleurs, il rit de la mort avec un humour noir déstabilisant ses interlocuteurs. Face à un braqueur de banque blessé au sol, il le menace avec amusement de son arme. « Je sais ce que tu penses », déclare-t-il au braqueur. « C'est 6 fois qu'il a tiré ou c'est 5 seulement? Si tu veux savoir, dans tout ce bordel, je n'ai pas très bien compté. Mais c'est un 44 Magnum, le plus puissant soufflant au monde, un calibre à vous arracher toute la cervelle. Alors tu dois te poser une question. Est-ce que je tente ma chance? Tu la tentes ou pas? » Sourire aux lèvres, il se montre le dominant de la situation. Il connaît la psychologie des criminels car il les côtoie chaque jour. L'homme blessé demande à connaître la réponse. Callahan tire mais rien ne sort du barillet. Coup de bluff. L'inspecteur rit de la peur de la mort de son adversaire. La mort est un jeu de roulette russe. Par la suite, il monte sur une nacelle pour empêcher un individu de se jeter du haut d'un immeuble. Parvenu au sommet, il use d'une rhétorique particulièrement provocatrice pour résoudre le problème. « C'est toujours la même chose avec les gars comme vous, lui dit-il. Au dernier moment, vous voulez attraper quelqu'un pour essayer de l'emmener avec vous. Alors sautez, mais sans moi, mon vieux. » Un de mes camarades se trouvait perché au 20e étage avec un type qui voulait sauter. Le type l'a agrippé et le voilà en route. 20 étages. Si vous aviez vu la bouillie qu'il y avait en bas, on ne savait plus quel pied allait avec quelle jambe, quelle main allait avec quel bras. C'était moche. Je voudrais simplement votre nom et votre adresse. Cela fera une tête bouillie sur le trottoir tout à l'heure. L'identification sera rendue impossible. Et même votre carte d'identité sera pleine de sang et de débris. Pensez à tout ce public qui vous contemple et aux pompiers qui recevraient tout ça sur la gueule. Dégoûté par les détails morbides dénoncés par l'inspecteur, le citoyen s'accroche à la nacelle et Callahan le redescend sur la terre ferme sain et sauf. Il s'amuse de la mort car il la connaît trop bien. Sa décontraction étonne son entourage. L'inspecteur incarne la figure du cow-boy anonyme de la ville. Au début du film, nous le voyons marcher dans une rue, visage impassible et yeux dissimulés derrière sa paire de lunettes. Il passe son temps à mâchouiller du chewing-gum. San Francisco représente sa ville. Attablé dans un bar, il dit remarquer une voiture Ford beige stationnée devant une banque. Doté d'une qualité d'observation, il demande à son ami cuisinier de téléphoner au numéro écrit sur une carte de visite. Le gérant prévient comme convenu la police. Pendant ce temps, Harry Callahan déguste tranquillement son hot dog. La sirène de la banque retentit et le policier doit accomplir sa mission. Paradoxalement, il effectue sa tâche comme s'il se trouvait hors service. Il traverse tranquillement la rue à découvert, n'hésite pas à tirer à proximité des passants et abat le conducteur de la voiture. Il intervient tout en continuant à savourer son hot dog. Une simple formalité. Le visage impassible, Callahan marche détendu vers l'un des auteurs du hold-up blessé au sol. Filmé en contre-plongée, l'inspecteur incarne la toute-puissance du shérif de la ville. Pourtant, son statut de dominant sera remis en question par le personnage du tueur Scorpio. Le policier, missionné par ses supérieurs de donner une rançon en échange de la libération d'une adolescente captive, est violemment frappé au sol. Les rôles s'inversent. Callahan passe du dominant au dominé. Sa décontraction laisse dès lors place à la colère. Il agira hors du cadre légal en pénétrant sans mandat dans un stade privé pour faire parler le criminel. Il tire et demande à plusieurs reprises où se trouve la fille.
Scorpio lui répond avoir droit à un avocat. Or, Callahan agit selon ses propres codes. Le meurtrier invoque l'institution judiciaire pour le défendre. Là réside une autre thématique centrale du film, l'inversion des valeurs. Face à ses supérieurs, le policier est accusé de tentative d'assassinat et de coups et blessures. Aux yeux de l'institution judiciaire, le coupable d'un crime devient la victime d'un système. L'un de ses supérieurs invoque les droits de Scorpio. Les droits du suspect ont été violés, affirme un universitaire de Berkeley. Pour l'inspecteur Harry, le système institutionnel se révèle défaillant. Cette hostilité se manifeste encore au cours d'un échange avec le maire de San Francisco. Lorsque ce dernier lui demande ce qu'il fait, l'officier rétorque par un humour révélateur de sa conception du monde. « Je viens de passer 3/4 d'heure devant votre porte, assis sur mon cul, à attendre que vous daigniez vous décider. » Callahan se moque de l'inaction du maire. À vrai dire, il ne croit pas en la bureaucratie déconnectée de la réalité du terrain. Le policier agit quand des bureaucrates s'expriment sans prendre de décision concrète. Lorsqu'il se retrouvera à nouveau face à Scorpio, il interviendra seul à sa façon et non selon la directive du maire. Il choisit de répondre à la violence de l'assassin par une violence similaire. L'inspecteur saute sur un bus, poursuit sa cible et lui tire dessus malgré la présence d'un enfant retenu en otage. Il rejoue la scène de la tirade au sujet de son Magnum 44. Simplement, le ton décontracté du début a disparu. L'inspecteur peine à contenir sa colère. Il sait qu'il appuiera sur la détente. Derrière la légitime défense se dissimule une sorte de vengeance personnelle. Ainsi, Harry acte sa démission d'un système judiciaire qu'il juge favorable aux coupables et défavorable aux victimes. Observant son étoile jaune d'officier, il décide de la jeter à l'eau. Non, les lois officielles ne correspondent pas à ses valeurs libertariennes. Ses collègues du commissariat pensent que le surnom d'Harry le Charognard provient du soi-disant racisme de Callahan. En réalité, il traduit l'idée d'un homme accomplissant le sale travail que l'État ne veut pas faire. En somme, l'inspecteur Harry représente la figure du cow-boy individualiste perdu dans une société toujours plus violente. Il incarne un rebelle opposé à une bureaucratie toujours plus passive. Il personnifie la mort riant d'elle-même. 1971 marque l'année du succès public de l'inspecteur Harry en salle, mais aussi celle de la première réalisation de Clint Eastwood. Dans Un frisson dans la nuit, il se met en scène dans la peau d'un disque jockey harcelé par l'une de ses auditrices. Le comédien reçoit les conseils de son mentor Don Siegel. Ce dernier apparaît dans un petit rôle de barman. Tout au long de la décennie des années 70-80, l'acteur-réalisateur trouvera son style en s'inspirant de ses deux mentors, Don Siegel et Sergio Leone. Il tournera des westerns, des films d'action, des comédies et des films musicaux. En 1992, la sortie d'Impitoyable représente un tournant dans sa carrière. L'auteur obtient enfin la reconnaissance critique et le film reçoit 4 Oscars, dont celui du meilleur film et celui du meilleur réalisateur. Il dédiera Impitoyable à Don et Sergio tout en poursuivant la tradition consistant à dépeindre des personnages ambigus. Lorsqu'il tourne Impitoyable au début des années 90, Clint Eastwood est déjà l'auteur de 3 westerns majeurs. L'Homme des Hautes Plaines en 1973, reprenant le code de L'Homme sans nom hérité de Sergio Leone, José Wells sort la loi en 1976, mise en scène de l'Amérique durant la guerre de sécession, et Pale Rider en 1985, film marqué par sa dimension religieuse. Dans Impitoyable, le personnage principal possède un nom, William Money, et un passé. Pourtant, il persiste une vision sur l'Amérique et l'influence de la religion. Le plan inaugural imprègne déjà le ton du film. Un coucher de soleil, une simple maisonnée, la silhouette d'un homme creusant au pied d'un arbre. Les thèmes centraux de l'œuvre se trouvent rassemblés dans ce cadre emblématique. La légende de l'Amérique, la disparition du genre du western au cinéma, le portrait d'un réalisateur entamant la dernière partie de sa vie, le péché, la rédemption, la présence de la religion et thème eastwoodien obsessionnel, la culpabilité. En ce début des années 90, l'âge d'or du western est passé depuis plus de 3 décennies. Clint Eastwood continue de transmettre sa passion pour le genre tout en donnant sa conception de l'Amérique. Traversant les paysages naturels du Wyoming, les personnages chevauchent au milieu des champs, de la forêt, des cours d'eau. La nostalgie parcourt l'œuvre évoquant en arrière-plan la conquête de l'Ouest. Le cinéaste met en scène l'Amérique des pionniers, mais aussi l'écriture de la légende d'un pays. Impitoyable illustre en ce sens la phrase prononcée par un vieux sénateur dans L'homme qui tua Liberty Valance de John Ford. Quand la légende dépasse la réalité, on imprime la légende.
Un personnage de biographe suit des hors-la-loi afin d'écrire des ouvrages à leur sujet. Au cours d'un face-à-face opposant le shérif Little Bill au hors-la-loi English Bob, le premier se moquera de la bande dessinée contant les exploits du bandit. Little Bill sait que l'histoire racontée relève du mythe. Plus tard, il récupérera le biographe pour écrire sa propre légende. Les petites histoires forgent la grande. Au coin du feu, le kid de Scofield se berce lui aussi de la légende autour du William Money sadique et impitoyable. Il ne cessera de lui demander si ce qu'on dit de lui est véridique. Au début du long métrage, il lui fait part à table des rumeurs à son sujet. Oncle Pete m'a dit que vous étiez le plus dégueulasse de tous les salopards vivants, et que si je voulais un partenaire pour tuer, vous étiez le pire. La diffusion de la rumeur propage la légende du sanguinaire Money. Le bandeau introductif se révèle plus explicite sur le passé du protagoniste. C'était une belle jeune femme, promise à un bel avenir. Par conséquent, sa mère déplora son mariage avec William Money, un voleur et tueur notoire, connu pour sa nature vicieuse et intempérante. Elle ne mourut pas entre ses mains comme s'y attendait sa mère, mais de la variole. C'était en 1878. La légende de William Money se bâtit sur des événements véridiques. D'ailleurs, il le dit lui-même à Little Bill lors de la confrontation finale. J'ai tué des femmes et des enfants. J'ai tué à peu près tout ce qui marche ou rampe à un moment ou un autre. Sans pitié, il accomplit sa vengeance et tue froidement le shérif. Le biographe, seul survivant du saloon, demandera à écrire un récit sur l'exploit du criminel. Pourtant, William Money ne se destinait pas à commettre de nouveaux meurtres. La première partie du film le présente s'occupant des cochons dans sa ferme, en compagnie de ses enfants. Un motif récurrent survient, la chute. Money n'a plus la force d'antan, et Eastwood de déconstruire sa propre légende de l'homme sans nom. Âgé de plus de 60 ans, le réalisateur joue avec son propre mythe pour rire de son âge. La chute à de multiples reprises à cheval indique toutefois que le personnage principal semble avoir renoncé à son ancienne vie de tueur. Lorsqu'il se relève, un jeune cow-boy sur son cheval l'interpelle. Vous n'avez pas l'air d'un tueur de sang-froid plus terrible que l'enfer. Money affirme ne pas comprendre ou à tout le moins fait semblant. Qu'est-ce que vous dites? Vous me confondez avec quelqu'un d'autre? William Money incarne la figure du repenti terré dans une ferme pour s'oublier lui-même. Son ancienne identité rejaillit malgré lui. Le cow-boy lui rappelle son itinéraire d'assassin. En manque d'argent, il s'engagera toutefois à suivre le kid de Scofield dans sa traque contre plusieurs hommes responsables d'avoir tailladé le visage d'une prostituée. Money quitte sa ferme et renoue avec son passé. En observant le kid, il se voit lui-même à un âge similaire. Le jeune cow-boy boit après son premier crime, à l'instar de Money dans sa jeunesse. Un élément essentiel dresse le code moral de William Money, son veuvage. Sa défunte femme exerce une influence sur ses actions. Le personnage principal mentionne sans arrêt le nom de Claudia pour le maintenir sur le bon chemin. Au coin du feu, il dit à son ami Ned: Claudia m'a ramené dans le droit chemin, elle m'a fait cesser de boire et tout le reste. Ce n'est pas parce qu'on fait cette chasse à l'homme que je vais redevenir l'homme que j'étais autrefois. Filmé en clair-obscur, le protagoniste affirme avoir changé. Pourtant, le réalisateur démontre par la suite qu'un homme ne change jamais véritablement. Il possède le bien et le mal en lui. Le Money sexagénaire et le jeune tueur ne font qu'un. L'anti-héros lutte contre ses propres démons. Lorsque Ned, sur son cheval, lui tend une bouteille d'alcool, Money refuse. Je ne suis plus un tueur fou, Ned. Attablé au bar de Little Whiskey, il repousse un verre d'alcool. Il ne veut plus replonger. De même, il refusera les avances d'une prostituée qui le soigne. Tu n'es pas laide comme moi, c'est juste que nous avons des cicatrices. Seulement, je ne peux pas par rapport à ma femme. Elle s'occupe de mes 2 enfants. Ainsi, William Money renonce au péché de la chair par l'affirmation de sa croyance en la subsistance de l'esprit de sa femme. Pour éloigner le pécheur, il se comporte en religieux. Il s'occupe des cochons de sa ferme pour racheter sa maltraitance des chevaux par le passé. La culpabilité ronge le protagoniste. Après avoir été violemment frappé par Little Bill, il dit voir l'ange de la mort. Comme tout homme, il dit sa peur de la mort. Lorsque le kid confie sa détresse sur le premier meurtre de sa vie, Money lui tourne le dos et parle en prêtre. Tuer un homme, c'est quelque chose. On lui retire tout ce qu'il a et tout ce qu'il pourrait avoir. On a tous un jour ce qu'on mérite. Chaque crime entraîne des conséquences. Nul ne peut fuir son passé. En écoutant le récit de la mort de son ami Ned, torturé par Little Bill, il recommence à boire et à se remémorer ses travers. Il déchaîne les enfers à l'intérieur du saloon et prouve le caractère déterministe de l'homme, resté à tout jamais enfoui en lui.
Au pied de Little Bill, blessé, ce dernier lui lance une dernière réplique révélatrice. « Je te reverrai en enfer, William Munny. » Visage impassible, Munny confirme qu'il terminera lui-même au purgatoire pour ses vices. Impitoyable est donc le récit d'un tueur se croyant guéri par la religion, mais n'ayant jamais cessé d'être un tueur. Toute la dualité et les contradictions de l'homme selon Eastwood. Avec l'apparition de Clint Eastwood sur grand écran, une figure éminemment individualiste et libertarienne émerge. Sans famille dans Pour une poignée de dollars, veuf dans l'inspecteur Harry et impitoyable, il se détache des hommes pour regarder le monde en incarnant une abstraction. Nous ignorons d'où vient l'homme son nom et quelle sera sa direction future. Aux yeux des criminels, Harry Callahan personnifie la mort se riant d'elle-même. Quant au tueur William Munny, il invoque sans arrêt sa femme comme une figure intouchable, comme une religieuse, et ressuscite l'enfer au cours de sa confrontation finale face à Little Bill. En ce sens, Clint Eastwood s'inscrit dans la tradition américaine du slogan « In God We Trust ». Plus le personnage se montre énigmatique, plus la foi religieuse trouve sa place. La représentation du cow-boy à l'écran met en scène l'imaginaire et la légende américaine. Ainsi, le spectateur américain peut projeter en lui ses propres rêves, ses propres croyances, ses propres fantasmes. Tout au long de sa carrière d'acteur et de réalisateur, Clint Eastwood ne cessera d'interroger les notions de bien et de mal. En analysant les personnages sous un angle moral, il témoigne donc de sa propre foi. Par l'intermédiaire de sa caméra, il regarde selon le point de vue de Dieu les actions des hommes. Employant régulièrement le clair-obscur, il dévoile la profonde dualité de l'être humain. Tout homme possède en lui le bien et le mal, libre à lui de choisir sa part d'ombre ou de lumière. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.